Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir donné la possibilité de vous parler des risques en santé, puisqu'évidemment, je ne vais pas parler spécifiquement de l'hôpital. Je voulais déjà vous dire que vous donnez quelques définitions. Alors, où est-ce que ça marche, ça ? Définitions qui sont importantes sur un événement indésirable grave est un événement qui va porter un dommage au patient, qui va prolonger son hospitalisation par exemple, qui va entraîner un handicap ou malheureusement parfois entraîner son décès. De la même façon, un événement porteur de risque est un événement qui va aboutir à un presque accident. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dommage pour le patient, mais toutes les circonstances étaient réunies pour que ce dommage arrive. La dernière définition, c'est la notion de never event. C'est des événements qui ne devraient jamais arriver. Je vous donne un exemple. Se tromper de côté lors d'une intervention est un événement évidemment qui ne devrait jamais arriver. Alors pourquoi on parle de tout ça ? Parce qu'il y a quelques années, en 1999, il y a eu une publication de l'Institute of Medicine, qui s'appelle maintenant l'Académie nationale de médecine, c'est l'équivalent de celle qu'on a en France, a fait une publication qui a fait grand bruit, non seulement aux États-Unis, mais sur toute la planète, qui nous a montré que 50 à 100 000 décès pouvaient survenir dans les suites d'un acte médical, alors quel qu'il soit, intervention chirurgicale, prise médicamenteuse ou autre. C'est considérable, 50 à 100 000 décès, surtout si on y rajoute que 50% de ces événements sont évitables. L'impact économique est considérable également, 17 à 30 milliards de dollars. Alors, si vous avez du mal à imaginer ce que représente 100 000 décès, parce que c'est assez loin, les États-Unis, on se dit, bon, c'est un peu irréaliste, tout le monde se souvient de ces images qui sont récentes pour nous. 100 000 décès par an, c'est 2 crashs par jour. Il est évident que l'impact sur la société, sur les gouvernements, sur les ministères, évidemment, impose de réagir. Et aux États-Unis, à la suite de cette publication, évidemment, le gouvernement américain a débloqué rapidement près de 50 millions de dollars pour mettre en place des actions préventives. En France, 2 études. L'enquête ENEIS, enquête nationale sur les événements indésirables liés aux soins en 2004 et 2009. Que nous montrent ces études ? Que ces événements sont aussi présents, un événement tous les 5 jours dans un service de 30 lits, un peu plus dans les services de chirurgie que dans les services de médecine, c'est lié essentiellement aux actes invasifs qui ont lieu dans les... Voilà. Là aussi, on parle d'évitabilité, un petit peu moins qu'aux États-Unis, et avec un coût estimé en 2007 à 700 millions d'euros. Si on va un peu plus loin dans cette enquête, on s'aperçoit, comme je vous l'ai montré dans la plaque précédente, que les procédures invasives, les actes chirurgicaux, les poses de cathéter, etc., génèrent plus d'événements indésirables, les médicaments sont en bonne place et les infections, dont vous entendez plus souvent parler dans les journaux, arrivent en 3e position. Un autre travail américain nous a montré que, pour l'essentiel, dans la genèse de ces événements, on retrouvait des défauts de communication, l'absence de leadership, et on y reviendra un petit peu plus loin dans les actions qu'on a pu mener pour essayer de diminuer cette incidence. Finalement, comment arrive un risque médical ? Il est lié à plusieurs facteurs. Il est lié à la maladie elle-même. Il est évident que si vous êtes porteur d'une grande dysfonction immunitaire, une leucémie par exemple, que vous avez du mal à lutter contre les infections, vous serez forcément plus sujet à attraper une infection nosocomiale. Elle est liée au patient lui-même. Son adhérence à la thérapeutique, son observance vont jouer un rôle dans la genèse de ces risques. Elle est liée à la stratégie médicale. Il peut y avoir une stratégie qui convient à la grande majorité de la population des patients, mais qui ne convient pas au patient lui-même, à l'individu que vous avez en face de vous lors de la consultation. Il sera très important d'en tenir compte. Elle est liée à sa mise en œuvre. Ainsi, vous avez vu qu'il y a quelques plans récemment qui ont mis en œuvre l'intérêt de réaliser des scanners et des IRM précocement dans les suites d'un accident vasculaire cérébral. Or, certaines zones géographiques de France ne permettent pas forcément d'avoir accès à ces sources
de pôle d'imagerie interventionnelle. Donc vous voyez, il y a tout un tas de facteurs qui vont générer le risque lui-même. Cette plaque est bien connue des gestionnaires de risque. C'est le schéma de James Reason. Et pour vous l'expliquer, imaginez que la partie du milieu, c'est la réalisation de l'erreur. Une infirmière, par exemple, qui en préparant ses médicaments se trompe de petite boîte et elle prépare le médicament du malade A et elle le met dans la boîte du malade B. Il faut imaginer que ces plaques sont des espèces de barrières qui vont permettre de laisser passer ou d'arrêter l'événement indésirable. En amont de cette erreur médicale, il y a un contexte, le contexte de travail. Une équipe qui ne s'entend pas bien, par exemple. Une infirmière qui ne vient pas le matin puisqu'elle a un accident de trajet ou elle est obligée de garder son enfant et elle n'est pas remplacée. Bref, des facteurs qui vont mettre la pression sur l'infirmière qui prépare les médicaments. Et puis, il y a aussi des plaques qui permettent de récupérer l'erreur. On imagine cette infirmière, elle s'est trompée, elle a mis le paracétamol dans la boîte du malade B alors qu'il était destiné au A. Mais si l'organisation fonctionne bien, cette erreur va être récupérée par sa collègue, peut-être même par le malade lui-même qui va dire « mais vous savez, moi, je ne prends pas de paracétamol, je suis allergique ». Donc ce modèle-là est valable bien sûr dans le domaine médical, il est valable dans toutes les zones industrielles, par exemple, quel que soit le modèle, il y a toujours des erreurs latentes, des erreurs patentes, la réalisation de l'erreur, et puis des défenses en profondeur qui vont permettre de stopper voilà. On retrouve ça dans cette plaque. Ici, vous voyez qu'il y a des barrières de prévention. L'infirmière n'est pas certaine de l'ordonnance, elle préfère vérifier en demandant au médecin si c'est bien 10 mg qu'il a écrit. Ici, la barrière de récupération est en place. On va se rendre compte qu'il y a une erreur et ça va s'arrêter. Vous souvenez-vous des plaques? Voilà, les plaques, elles correspondent. Il y a une barrière d'atténuation. L'erreur est survenue, mais on va en minimiser les conséquences. Donc, ces schémas sont très importants. Donc, si on fait un petit peu le bilan de ce que je viens de vous dire, les erreurs médicales, évidemment, sont une réalité du parcours de soins. Elles tiennent moins à l'incompétence des acteurs qu'à l'organisation. Vous avez vu dans les plaques précédentes que si l'organisation fonctionne bien, si une erreur arrive, elle sera récupérée. Évidemment, il faut une démarche scientifique pour essayer de diminuer toutes ces incidences. Et il a été nécessaire de repenser complètement la formation initiale des médecins, des infirmières, des kinés, des brancardiers, chacun à sa place dans la chaîne de soins. Alors cette volonté politique, elle s'est traduite évidemment en France, dans l'organisation ministérielle, la Direction générale de la santé, la Haute Autorité de santé, vous en entendez parler souvent, et puis d'autres organismes évidemment. Et des plans nationaux pour la sécurité des patients ont été mis en place. Actuellement, nous vivons sous le plan 2013-2017. Il faut que ces plans soient déclinés en proximité, dans les établissements, donc que le directeur d'un établissement mette en place toutes ces actions. Et puis, il faut développer au niveau de chaque élément de l'équipe médicale une culture de la sécurité, c'est fondamental. Finalement, c'est complexe, un établissement. Pour prendre le CHU de Nantes, c'est 12 000 professionnels de santé, 12 000. Vous vous rendez compte? C'est le premier employeur de la région. 920 000 actes par an, 110 000 personnes passent par les urgences chaque année. Ça fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il y a 160 métiers différents qui doivent travailler ensemble. Vous imaginez bien que toutes ces interfaces peuvent générer des erreurs et on comprend que ça puisse arriver. Voilà le service dans lequel je travaille. Vous voyez que ce service, le patient, il est... Pardon, je vais revenir en arrière. On voit ici un appareil de dialyse, on voit ici un respirateur artificiel, on voit ici un certain nombre de seringues de perfusion, de quoi l'alimenter, etc. On sait par exemple qu'un patient de réanimation va subir ou bénéficier de 200 interventions médicales ou infirmières par 24 heures. Si l'équipe est fiable à 99%, vous voyez que ça peut générer quand même 1 à 2 erreurs par jour. Alors pas forcément grave.
Et la plupart d'entre elles ne vont pas générer de dommages, puisqu'elles vont être récupérées. Souvenez-vous des plaques que je vous ai montrées avant. Le deuxième élément, avant d'aborder des différences selon l'hôpital, voilà la perception du risque selon sa probabilité. Tout un chacun, on a une perception du risque qui est un peu différente. Et c'est vrai que quand on va dans des zones de... Pardon, décidément. Voilà. Quand on va dans des zones plutôt exceptionnelles, de l'ordre de 1 sur 1 million, c'est très difficile à imaginer pour tout un chacun. Néanmoins, il faut l'avoir en ligne de compte. Il faut savoir aussi qu'il y a 3 modèles de sécurité au sein d'un établissement. Chaque service n'est pas au même degré de maîtrise de la sécurité. Voici un modèle tiré d'un travail de René Alberti qui date de 2005 et qui compare les niveaux de sécurité selon les modèles industriels. On trouve une zone de sécurité maximale qui est autour de 1 sur 1 million. C'est le cas de l'aviation civile, c'est le cas du rail en France, c'est le cas aussi de l'industrie nucléaire. Et on a vu progressivement arriver quelques activités médicales, notamment la transfusion sanguine, l'anesthésie chez les patients ASA 1 et 2. La classification ASA fait état de l'état physiologique du patient, c'est-à-dire que quand on est en classe ASA 1 ou 2, on est globalement en bonne santé. Un patient en classe 3 ou 4, évidemment, a un risque beaucoup plus important, et je vous renvoie à l'importance de la maladie et de l'état du patient dans la survenue des risques. Et puis un deuxième modèle, c'est le Height Reliability Organization. Ce modèle est le plus fréquent au niveau d'un établissement. Il est un modèle qui associe des procédures écrites, bien connues des professionnels. On sait que le risque existe. On est obligé parfois d'en prendre pour des raisons médicales, pour des raisons de pression de fil de malade, etc. Mais globalement, il est maîtrisé. Mais vous voyez déjà qu'on a diminué l'incidence de façon considérable, puisqu'on est à un accident sur 10 à 20 000. On n'est plus du tout dans le même range. Le troisième modèle, c'est le modèle ultra-résilient. On est là dans un modèle qui se rapproche de la médecine d'urgence. Alors évidemment, la médecine d'urgence, on ne connaît pas l'afflux de malades qui va arriver. Voilà. On ne connaît pas le malade non plus. On ne l'a pas vu en consultation au préalable. Il arrive et il faut quand même s'en occuper. On se rapproche d'un modèle qui est celui de la pêche artisanale. Alors souvent, vous allez dire, dites donc, pêche artisanale, la médecine d'urgence, est-ce que c'est la même chose ? Ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment, mais on a des modèles où la qualité du professionnel qui va vous prendre en charge est très importante. On a là un modèle qui va se baser sur la compétence et l'expérience du professionnel qui va vous prendre en charge, alors que dans le modèle précédent, c'est-à-dire dans le modèle ultra safe, c'est l'équipe qui va faire toute la différence. Et avec un chirurgien, pardonnez-moi l'expression, un chirurgien moyen, si l'équipe est ultra performante, l'incidence du risque sera faible. Alors qu'avec un chirurgien moyen dans ce modèle-là, c'est-à-dire où tout l'environnement est avec un degré de sécurité un peu inférieur, eh bien le risque augmente. Alors la gestion des risques, ça va être justement d'identifier ces événements indésirables graves. Et donc, pour cela, on propose aux professionnels de déclarer les événements indésirables. Tout de suite, je vous dis, il est important de déclarer ces événements indésirables de façon anonyme si on le souhaite, ou identifier si on le souhaite également. Et il faut que cette déclaration soit non punitive. Ça, c'est très important, parce que sinon, face à un événement, les professionnels de santé peuvent avoir envie de... il s'est passé quelque chose, ou on a réussi à le rattraper, mais surtout, on ne dit rien. Donc cette culture de la sécurité, là, on a souhaité, dans différents pays, au Danemark notamment, au Canada, en France, il y a des chartes de déclaration des événements indésirables dans les établissements qui incitent les professionnels à déclarer les événements de façon non punitive. Non punitive, ça ne veut pas dire exempt de responsabilité. Ça veut dire qu'on n'aura pas de sanctions disciplinaires
dès lors qu'il n'y a pas eu de volonté de nuire, évidemment. Donc très important. Alors pourquoi déclarer? Ça, c'est un travail qui remonte aux années 70 aux États-Unis, dans des entreprises américaines, 300 entreprises américaines, 3 millions d'heures de travail. C'est fait par un groupe d'assurance qui va relever tous les incidents et accidents qui sont survenus dans ces entreprises américaines. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que plus il y a d'accidents mineurs dans les entreprises, plus statistiquement la probabilité de survenue d'un événement grave va être importante. Donc il faut prendre en compte tous les événements, même mineurs. Et donc pour cela, il faut évidemment les connaître. Et il faut inciter les professionnels, les ingénieurs, les ouvriers, les cadres, etc., à déclarer les événements indésirables, à les analyser pour mettre en place des actions de prévention. Et c'est un modèle qu'on peut parfaitement appliquer au modèle en santé. Et il faut déclarer tous les événements indésirables, les événements indésirables graves et les near-miss. Les near-miss, c'est les événements porteurs de gris, c'est les presque accidents. Pourquoi? Regardez ce jeune technicien. Il se réjouit de voir que la caisse est tombée juste à côté de lui. Et s'il se contente de ça, un jour, la caisse va lui tomber sur la tête. Mais si il déclare cet événement et s'il y réfléchit avec son encadrement, avec ses collègues, peut-être il pourra mettre en place des actions de prévention pour éviter qu'un tel accident arrive. Donc, événement indésirable grave, très important, et presque accident, très important. Rapidement, deux méthodes d'analyse. La méthode alarme, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup pour analyser un événement qui est survenu. On va faire une analyse chronologique, évidemment. On va repérer l'écart de soins. Par exemple, l'écart de soins, ça va être l'infirmière qui se trompe de médicaments et qui va le mettre dans pour le mauvais malade. Et puis, on va aller rechercher toutes les causes qui ont pu favoriser cette erreur, liées au malade, liées aux acteurs, liées à l'équipe, liées à l'environnement, un arrêt maladie non remplacé, etc. Tout ça va jouer un rôle dans la survenue d'événements et on va faire un rapport qu'on va partager. Un autre modèle qui est utilisé parfois, c'est le modèle de Ishikawa, qui travaillait chez Nissan. Donc c'est un modèle tiré là aussi d'expériences industrielles et le monde de la santé a tiré beaucoup des expériences industrielles. Le modèle 5M. Voilà, vous avez tous en mémoire cette photo malheureuse de l'accident du Concorde. Et le 5M, c'est matériel, méthode, milieu, main-d'œuvre et matière. Et si je rattache quelques événements qu'on a retrouvés sur cet accident, mais vous savez que le réservoir était mal protégé. L'appareil précédent avait perdu une pièce sur le tarmac, donc il était mal vérifié. Les agents de l'aéroport ne s'étaient pas rendus compte que cette pièce était restée sur le tarmac. Et donc la qualification des professionnels était peut-être à revoir. Et puis le matériel lui-même du Concorde, aussi bien des pneumatiques qui avaient explosé que du circuit électrique qui était peut-être à proximité ou mal isolé, pouvait générer cet accident. Alors, c'est une interprétation libre de cet accident, mais on sait que ça avait été retrouvé. Alors maintenant, peut-être vous attendez quelques actions, quelques résultats tirés de toute cette expérience, et je vous propose de vous présenter 3 modèles. Le travail en équipe, c'est un projet qui est actuellement mené par la Haute Autorité de Santé, dans laquelle le CHU de Nantes est impliqué. On devrait démarrer rapidement. Et pourquoi on va parler du travail en équipe? 1998, si vous n'êtes pas persuadé, vous voyez que le travail en équipe, ça fonctionne. Hein, on est champion du monde. Mais 2010, quand on ne sait pas travailler en équipe, on a un petit goût amer. On se demande ce qui se passe. C'est pareil en médecine, hein, c'est pareil dans toutes les organisations. Et du constat au résultat, il y a la Veteran Hospital aux États-Unis a utilisé ce système-là par une formation pour tous les personnels de santé, pour les apprendre à travailler ensemble, pour les apprendre à communiquer. Et ça donne 18% de mortalité en moins dans les hôpitaux américains qui ont mis en place ce qu'on appelle le Crew Resource Management, c'est-à-dire la capacité de travailler en équipe, de se parler, de se dire ce qu'on attend des différents collègues, quelle que soit leur position, parce qu'un brancardier qui arrive en retard, par exemple, et qui met toute l'organisation du bloc opératoire en retard, peut avoir une incidence sur
l'accident qui se produira peut-être 30 ou 40 minutes après. Donc ça, c'est important. Il y a un deuxième point qui est important, c'est la checklist. La checklist, ça vous évoque tout de suite, ça vous évoque tout de suite le milieu aéronautique. Et je vous propose de regarder un petit film, je pense que la régie va pouvoir le lancer, de Thierry Le Cerf, qui est pilote sur A340. Je vous propose de l'écouter. Quand je demande la checklist avant décollage, dans la checklist avant décollage, le premier item, c'est le braquage des volets. Vous voyez ce que c'est les volets? Ce sont ces surfaces métalliques qu'on déploie derrière elles qui permet de diminuer la longueur de piste au décollage. On les rentre après pour éviter la traînée. Sur un Airbus, l'avion sur lequel je vole depuis 10 ans, il y a 5 braquages. 0, les volets sont rentrés. Full, les volets sont complètement sortis. 1, 2 et 3. Bon. L'avion, il est certifié pour décoller avec les volets 1, 2 ou 3. Mais pas 0, pas full. Quand je demande la checklist avant décollage, le premier item, c'est volets. Je peux avoir les volets à 1, à 2 ou à 3 selon les conditions du jour. Si la piste est très courte, j'aurai les volets 3. S'il y a du relief en face, j'aurai peut-être les volets 1. On décolle généralement avec les volets 2. En fonction du braquage volet, on calcule des vitesses d'envol. Et en particulier, une vitesse qui s'appelle vitesse de rotation. Quand le pilote qui ne pilote pas va annoncer rotation, celui qui pilote va tirer sur le manche, après avoir vérifié que l'autre ne s'est pas trompé, va tirer sur le manche pour décoller l'avion. Eh bien, quand je calcule ces vitesses-là, pour le braquage volet 2, si j'ai par erreur volet 1 ou 3, l'avion va décoller. Pas très bien, mais il va décoller. Par contre, si j'ai volé 0, il ne va pas décoller. C'est-à-dire que je vais tirer sur le manche, l'avion va se cabrer, la queue va toucher le sol, et je vais sortir de piste, cabré à 15 degrés, l'avion ne s'envolera pas. Il ne s'envolera pas. Donc je paierai la facture en bout de piste. Je n'ai pas de coup d'essai. À chaque décollage, si je me fais une erreur sur le braquage volet, s'ils sont restés à 0, je ne m'envolerai pas. Je vais faire des dégâts. Donc quand le pilote qui lit la checklist dit l'item volet, celui qui va piloter regarde l'indicateur de volet. Celui qui lit la checklist regarde l'indicateur de volet. Celui qui va piloter répond 1, 2 ou 3. Et celui qui lit la checklist, si le braquage n'est pas conforme à ce qui a été annoncé, il va relire l'item volet. Il ne passera pas dessus. Il ne dira pas tu t'es trompé. Il relit l'item. Ça veut dire que celui qui a répondu n'a pas lu le braquage qui est affiché. C'est une des faiblesses, une des menaces qui s'appelle le wish-hearing. C'est-à-dire qu'on entend voler 2 95% du temps parce que c'est le braquage usuel, mais qu'on peut être amené à décoller volet 1 ou 3. Si on a les volets 0 au décollage, on va mourir. C'est aussi simple que ça. Donc il faut que ce soit robuste, il faut que ce soit absolu, et il ne faut pas qu'une fois dans votre carrière, vous ratiez cet item-là. Donc la checklist, c'est quelque chose d'extrêmement simple, ça paraît extrêmement scolaire, ça paraît du B à bas, mais en fait, ça vous protège du gros pépin, quoi. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Il suffit de se faire peur un peu quand on est jeune pilote ou dans un simulateur ou dans un avion léger. On va un petit peu vite parce qu'on n'a pas la disponibilité pour enrouler la piste comme il faudrait, etc. On lit la checklist de travers. Et en courte finale, l'instructeur tape sur l'épaule en disant « remise de gaz ». Voilà, merci. Je vais vous passer un deuxième film très court dont vous pardonnerez la qualité assez médiocre puisqu'elle est tirée d'une image d'aéroport. En 2008, le vol Madrid-Las Palmas illustre bien ce problème de la checklist. Ce vol était parti pour être sans difficulté. On savait simplement que l'alarme des volets, dont parle Thierry Le Cerf ici, l'alarme était défectueuse. Ce n'est pas suffisant pour empêcher le vol. Cet avion s'est présenté en bout de piste pour un décollage. Il avait donc très vraisemblablement effectué sa checklist. Et puis, pour des raisons d'espace aérien, on lui a demandé de revenir au parking. En matière aéronautique, on fait un checklist pour le décollage. Et si on revient au parking, on fait un checklist pour l'atterrissage, y compris même si on n'a pas décollé. Et donc, on remet les volets en position 0. 2 heures plus tard, on a donné à cet avion l'autorisation de décollage. On va voir le film.
Vous allez voir sur la partie droite de l'écran un zoom sur la position de l'appareil, cabré à 15 degrés. Ça va être très fugace. Sur l'image qui va suivre, on va revoir un peu le début de cette tentative de décollage. Voilà, vous avez vu rapidement. Hein. Encore désolé pour cette... voilà. À l'issue de cet accident, 154 victimes. Lors de ce second décollage, il n'avait pas vérifié la checklist. Il l'avait fait quelques heures avant. Et malheureusement, l'alarme qui est là pour un incident supplémentaire, c'est un incident intéressant parce qu'on voit qu'il y a la survenue de plusieurs erreurs successives, des concours de circonstances. On est là dans les facteurs favorisant de la survenue d'un risque. On sait qu'il y a une dysfonction, okay, et puis en plus, on rajoute un retard de décollage. Alors, évidemment, on a exploité ça en médecine. La Haute Autorité de Santé, en 2010, a rendu obligatoire la checklist au bloc opératoire. Et pour ceux qui ont été opérés depuis cette date-là, eh bien, vous voyez que juste avant l'induction anesthésique, on va vérifier votre identité, on va vérifier votre risque allergique ou vérifier si on a le matériel pour vous opérer, etc. Il y a 6 items, cette partie-là. Vérification croisée, hein, d'où communication. On va croiser avec les informations du chirurgien avec celles de l'anesthésiste. On va faire vérifier un peu moins d'éléments juste avant l'incision. Et puis en fin d'intervention, on va aussi... voilà, cette checklist est obligatoire. Et vous savez pourquoi, maintenant, on rend cette checklist obligatoire. Pour vous donner un petit peu de baume au cœur, peut-être, avec tous ces événements un peu anxiogènes qu'on vient d'aider, je vais vous parler de la sécurité péranesthésique. En 2003, Libération titrait « Dormez tranquille, l'anesthésie est sûre ». Alors pourquoi elle est sûre? Ça, ce schéma, maintenant, vous le connaissez par cœur. En 2005, l'anesthésie était déjà dans les activités médicales pour les patients les moins atteints de pathologie à un niveau de sécurité assez élevé. Hein, de l'ordre, on est à peu près à 1 sur 180 000, un décès sur 180 000 lié directement à l'anesthésie. Alors ça dépend des pays évidemment, mais en gros c'est ça. Et simplement pour vous dire qu'en 1985, on était là, c'est-à-dire on était à 1 sur 12 à 13 000. Donc c'est vous dire si on a fait des progrès dans ce domaine, et on a fait des progrès par plusieurs moyens. La législation qui a évolué, qui a rendu les salles de réveil obligatoires, voilà comment elles sont équipées maintenant. Les consultations pré-anesthésiques sont obligatoires. Le monitorage et la technique ont évidemment beaucoup changé, mais il fallait tout cet ensemble. Voilà. Et puis on fait des revues mortalité, c'est-à-dire on revient sur les accidents qu'on a pu connaître. Donc ça a beaucoup avancé. Il y a encore des pièges, hein, évidemment. Vous savez que les situations de fatigue, eh bien, elles sont source d'erreurs. Là, vous voyez que c'est des patients qui font des gardes importantes. Eh bien, on sait très bien que le rouge, c'est les périodes de veille prolongées et la fatigue est maximale. On est à risque d'erreur, mais il faut savoir qu'on a quand même beaucoup progressé. Et puis, la dernière chose, il faut communiquer. Dans l'aéronautique, depuis 1974, il y a l'Air Safety Report. L'Air Safety Report, ça veut dire que tous les incidents sont déclarés de façon anonyme, non seulement à la compagnie, mais aussi aux compagnies, aux organismes internationaux, pour partager les erreurs et permettre aux différents industriels, constructeurs, aéroports, etc., d'évoluer. Ça, c'est très important. Puis on fait des retours d'expérience, c'est-à-dire on va partager l'expérience qui nous est arrivée pour qu'elle puisse servir aux autres. Alors, on commence à faire ça dans le secteur de la santé. On déclare les événements indésirables, vous le savez. La HAS a une base de données importante qui est basée sur les déclarations d'accréditation des chirurgiens notamment. Et puis, les assureurs aussi assurent leur mission de report d'expérience. Tout ça pour vous dire que l'hôpital est sûr, n'est pas celui qui a le moins d'événements indésirables, mais surtout celui qui va le mieux savoir les gérer, partager l'expérience, former les gens à partir de ces données. Et il est absolument nécessaire de poursuivre cette culture de la sécurité avec un rôle qui sera de plus en plus important, c'est celui de l'usager. Et puis je voudrais terminer par une petite plaque humoristique, si on peut le dire, un petit recul sur les SMS. Il y a beaucoup de jeunes dans cette salle. Il faudrait arrêter d'envoyer des SMS pendant les opérations.
Simplement pour vous dire que l'interruption de tâche est un des éléments majeurs de la survenue d'événements indésirables et que, évidemment, on n'envoie pas d'SMS dans les salles d'intervention, mais ça fait partie aussi, aussi bien au volant que dans le domaine de la santé, le portable est évidemment dangereux. Je vous remercie de votre attention.